Avouons donc au surplus que l'appartenance à sa patrie, la fidélité à sa culture, ce sont là pour le commun des hommes des engagements sacrés dont on ne se libère que par une monstrueuse perversion du cœur et de l'esprit, perversion qui s'appelle en bon français reniement, trahison. Nous sommes de la génération des vivants, vous êtes la dernière génération des morts. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre État français, nous l'aurons, nous l'aurons. Vous écoutez l'Armée des Ondes. I want to take this opportunity to speak to our brothers, the Taliban. C'est une hostie de folle, Chris. M'en calisse des HLM en J-Proc. Là, on va avoir des maisons, pas des HLM en J-Proc. Accueillons les migrants à bras ouverts. Mais c'est de la merde! C'est vrai qu'on a été battu au fond parfois par l'argent et des votes ethniques. J'ai jamais été socialiste. Je le regrette pas non plus. Facho, 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 tout le monde est facho. Je suis fier québécois, que j'ai toujours été québécois, que je serai toujours québécois. Mais il va la fermer sa gueule! Bonjour à tous, très chers auditeurs, et merci d'être une fois de plus des nôtres pour cette 18e mensuelle. Nous espérons de tout cœur que vous avez tous passé une excellente fête de la Saint-Jean-Baptiste. Pour une dernière fois avant les vacances estivales, l'équipe de l'Armée des Ondes fera un survol des événements majeurs qui se sont déroulés aux 4 coins du globe ces dernières semaines. Alors, préparez crème solaire, rafraîchissement et installez-vous confortablement car nous débuterons cette émission sans plus attendre. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Et oui, comme vous le savez, la seconde saison de la mensuelle de l'Armée des Ondes tire à sa fin. Il y a près de 2 ans déjà, notre petite équipe de nationalistes s'est lancée tête première dans cette aventure. Sans expérience dans le domaine, nous avons appris les rudiments de la balado-diffusion sur le tas, comme on le dit par chez nous. J'aimerais profiter de ce moment pour féliciter tous ceux et celles qui ont contribué de près et de loin à cette émission, mais aussi vous remercier vous, chers auditeurs, sans qui nous aurions parlé un peu dans le vide. Durant cette pause estivale, nous en profiterons pour acquérir de nouvelles connaissances en ce qui a trait au côté technique, pour vous livrer un contenu toujours intéressant certes, mais d'une meilleure qualité sonore. Aussi, je vous invite à garder un œil ouvert et une oreille attentive, car un nouvel épisode de Camarades du front sortira sous peu. Cette fois-ci, l'émission portera sur la vie, le combat et le sacrifice de Patrick Pearse, héros et martyr emblématique de la lutte pour l'indépendance de l'Irlande. D'autre part, nous travaillerons aussi sur une toute nouvelle émission. En plus de la mensuelle, des chroniques de Cali et des Camarades du front, une émission où différents intervenants seront rassemblés pour discuter et débattre de divers sujets d'actualité viendra s'ajouter à la programmation déjà existante de l'Armée des Ondes. Nous vous remercions encore une fois de nous écouter et de commenter notre travail. Nous vous invitons aussi à nous faire connaître auprès de vos proches, chez qui la flamme nationaliste brûle toujours. Ceci étant dit, passons maintenant aux nouvelles nationales, mais avant, écoutons ensemble une courte pause publicitaire. Chers lecteurs, militants et curieux, si vous êtes à la recherche d'écrits pour approfondir vos connaissances au sujet du mouvement nationaliste canadien-français et des intellectuels qui ont forgé le caractère distinct de notre nation, nous vous invitons à adhérer sans plus attendre aux éditions Tardivelle. Une maison d'édition militante pour les amoureux et défenseurs de la nation canadienne-française en Amérique. Pour plus de détails, visitez leur page Facebook, les éditions Tardivelle. Moi, je suis un Canadien français. La race! Pour éviter le reconfinement, on va utiliser le passeport vaccinal. Ausweis papier, s'il vous plaît. J'ai dit Ausweis! Ils ont défriché ce pays-là dans la miséroire rongé par les fous, à manger du navet.
des hivers d'état. Ils n'ont pas de leçon à recevoir de personne, surtout pas des Anglais d'Ottawa qu'ils ont toujours écrasés. Bonjour, chers auditeurs auditrices, à cette nouvelle chronique nationale. En ce mois de fierté de je ne sais trop quoi, soyons fiers de nos origines et de notre peuple. Il n'y a pas de futur pour qui ne sait d'où il vient, pour qui n'a pas la mémoire de ce qu'il a fait, ce qu'il est. Alors, commençons sans plus tarder. Aux dernières nouvelles, un sondage d'Abacus Data a révélé l'horreur. 37% des Canadiens ont le courage d'affirmer la réalité du grand remplacement à une étude anonyme, incluant la part d'halogènes interrogés. Près de la moitié de la population serait soit extrémiste, soit réaliste. Quoi qu'il en soit, tout le monde en est conscient, tout dépend de l'angle par lequel le sujet est abordé. Dans le cadre de la semaine d'échange interculturel à l'école Horizon Jeunesse de Laval, des jeunes néo-québécois ont assiégé la rue en brandissant leurs étendards algériens, libanais, turcs, syriens, etc. La routine quoi. Une trentaine de policiers ont dû se mobiliser afin de contenir l'enrichissement sur le terrain de l'école. De son côté, la porte-parole de la commission scolaire nous assure que les jeunes se feront rappeler les bases de la civilité et de la société démocratique, voire la compatibilité civilisationnelle. Le commentaire nous laisse en état de choc, puisque nous avons toujours cru que l'idéal libéral et démocratique se transmettait à chaque nouvel arrivant par l'air et le sol de Montréal-Trudeau. Les émanations de bitume n'aident apparemment pas nos concitoyens à faire table rase. Et pourtant, 99,93% des candidats à l'immigration réussissent le quiz des valeurs québécoises. Les dés sont pipés. Le seul individu ayant échoué l'examen serait Uchenna Ebigbo, citoyen du Nigeria, donc canadien par défaut, qui est passé sans papier par Roxham en 2018, la nouvelle route des épices, fuyant la justice américaine après avoir été libéré sous caution pour agression sexuelle sur mineurs. Le résident de Saint-Hubert est présentement en attente de son audience d'extradition. Nous lui suggérons de solliciter l'aide de Catherine Fournier. Comme on dit en Côte d'Ivoire, ce n'était qu'un chat noir. Et alors que les séries éliminatoires se poursuivent, une histoire de viol collectif datant de 2018 impliquant 8 joueurs d'équipe Canada a fait surface après avoir été glissé sous le tapis à l'amiable au prix d'une somme inconnue. Personne ne connaît l'identité des joueurs impliqués, pas même la fédération. Pas le temps de niaiser avec la POC et pas la peine de faire une véritable enquête pour qui peut se le permettre. Hockey Canada assume le viol et nous assure que le montant légué à la victime présumée ne provient pas de nos poches. Finalement, la COVID-19 n'aura évidemment pas été le dernier cas d'enrichissement bactériologique que nous aura apporté la mondialisation. La variole du singe, originaire d'Afrique, se propage maintenant au sein de la province. Comptons-nous chanceux puisque ce virus ne passe pas par 4 chemins, ne se transmet que par le sang. Heureusement que ONU-SIDA nous rappelle de ne pas tomber dans l'amalgame, quoique transgresser la loi naturelle aura toujours ses conséquences. Donc, un conseil pour tous, fuyez Sodome sans vous retourner au risque d'être figé en statut de sel. Et maintenant, parlons politique provinciale. Éric Duhaime a finalement retiré son masque, pas celui dont il aime tant parler, et croise désormais le fer en anglolâtre bonententiste avec Balarama Homeless et Colin Standish pour les votes d'Anglade, en plus de courtiser un électorat libertarien inexistant en dehors des États-Unis. Mais où serait son parti dans les sondages sans les mesures liberticides des 2 dernières années? L'engouement pour le Parti conservateur n'est qu'un mirage qui s'estompera dans un avenir rapproché, et son volte-face identitaire consolidera simplement la base de la CAQ. Duhaime se dit nationaliste, mais qu'est-ce qui distingue du gouvernement au pouvoir? Une rhétorique encore plus timorée et une soumission totale face aux Anglais, en plus d'un laisser-faire social et économique. Mais pour qui cet homme se bat-il vraiment, à part l'homo festivus, l'éternel gamin esclave de ses vices? En plantant un énième coup de surin dans le dos des nationalistes, c'est un balayage électoral qui se négocie pour l'automne prochain. Et une dernière colle pour notre libertarien national, puisque Maxime Bernier semble s'être expatrié de nos terres, ayant compris que personne ne veut de sa salade anglo-saxonne. Comment le libre marché pourrait-il aider le fait français en Amérique, et comment son idéologie pourrait-elle secourir le Québec?
Exacerbant l'individualisme qui gangrène notre société et qui relativise tous les sujets d'enjeu, le libertarianisme n'est qu'un moyen de rationalisation face à l'humiliation que nous inflige le libéralisme au quotidien. Il n'offre aucun moyen de défense et proscrit toute offensive. Mais quelle bande de beaux perdants! Nos sources nous ont d'ailleurs appris que le débat électoral en anglais aura lieu dans la boulangerie Brioche Dorée de Westmount afin de faciliter la réconciliation. La troupe d'Ezra Levant sera au rendez-vous pour dire coucou à Eric et combattre le fascisme canadien-français. Dommage pour lui que les seuls anglos qui l'aiment sont en dehors du Québec. Et oui, la tolérance est la vertu de l'homme sans conviction. Du côté de la CAQ, la réforme de la loi 101 est maintenant adoptée, mais qu'en pense la population? Paul Saint-Pierre Plamondon déplore que nos cocus au pouvoir n'aillent pas assez loin, mais n'oublions pas qu'il est facile de jouer les puristes quand ton parti est pratiquement effacé de la carte électorale. C'est pourtant ce que semble révéler un récent sondage dévoilant que seulement 22% des Québécois estiment que la loi 96 est suffisante pour protéger le français. Mais à quoi bon cette pitié envers nos blocs, puisqu'ils peuvent se vanter d'une impressionnante feuille de route ayant historiquement interdit l'éducation en français dans la plupart des provinces du pays. De son côté, la commission scolaire English Montreal, poursuivant sa croisade contre le Québec, s'est empressée de monter aux barricades et de contester la loi devant les tribunaux en s'appuyant sur la Charte canadienne des droits et libertés. Encore de potentiels électeurs pour DUM. Plusieurs iront donc compléter une 6e année de secondaire pour éviter le totalitarianisme cégepien. Pas besoin de la tête à Papineau. Et parlant d'éducation, à partir du 1er septembre, les étudiants étrangers issus de collèges non subventionnés n'auront plus accès au permis de travail post-diplôme. Le gouvernement veut arrêter la submersion hindoue, puisque des milliers fuient chaque année le Gange pour le Saint-Laurent, pour ensuite décamper en Ontario avec leur visa. Nos trafiquants d'êtres humains sont en maudit, dépourvus d'une de leurs vaches à lait qui rapportait environ 25 000 $ par tête pour un cours de formation professionnelle. Nous leur suggérons d'offrir une hécatombe à Narendra Modi, le Bolsonaro indien. Passons au volet culture. La nouvelle porte-parole des Nuits d'Afrique a dû se retirer de son poste, souffrant d'une carence en mélanine et d'une chevelure dénuée de crépure. Serait-ce une crypto-suprémaciste blanche en mission d'infiltration? Ni le doctorat en percussions africaines, ni l'estime de Norman Brathwaite lui aura permis de conserver le trône. D'ailleurs, Brathwaite serait-il assez noir pour siéger? Il est toujours comique de voir une nouvelle tentative d'échange culturel se carabiner en affrontement un autre microcosme de l'Occident. Au sujet de l'appropriation culturelle, quand ces gens décideront-ils d'arrêter d'utiliser la roue, l'aqueduc ou l'électricité? Une question parmi tant d'autres. Mais le parfait candidat pour ce poste vacant est sans doute l'étincelant Pacifique Nio Quizera, qui tente de poursuivre la police de la ville de Québec pour la modeste somme de 180 000 $. Nous attendons avec impatience ses mémoires en 4 tomes, relatant les faits légèrement romancés. Mais à quand sa propre figurine Funko Pop à collectionner? Celle de George Floyd serait déjà en rupture d'inventaire. Et en dehors de nos frontières, un néo-albertain de souche, Hussein Sobé Borot, passera quelques années au cachot pour s'être battu en 2013 aux côtés de l'État islamique en Syrie. Un total de 12 ans de pénitencier lui sont infligés, en plus d'une ordonnance d'interdiction de possession d'armes à feu pour 10 ans après sa libération. Une petite tape sur les mains pour un fanatique suivant la voie de Dieu. Espérons que ces années de réflexion le transformeront en prosélyte libéral. Ce serait bien le premier. Se déclarera-t-il transgenre une fois arrivé en tôle? Se fera-t-il recruter pour la prochaine édition de l'heure du conte Drag Queen? Pour l'occasion du mois de la fierté qui en dure maintenant 12, la bibliothèque de Dorval a organisé une activité d'éducation sexuelle pour jeunes enfants animée par un travelot et s'est attiré une déferlante de haine en ligne, poussant les policiers à faire la sécurité lors de l'événement. Merci encore pour votre service. Rappelons simplement qu'un nombre significatif de ces activités de grooming, autre perle inestimable exportée des États-Unis, a été organisé et animé par de nombreuses têtes d'affiche de la liste des pédophiles et délinquants sexuels de leurs États respectifs. Vous pouvez donc être soulagés car vos enfants sont entre de bonnes griffes acérées. La prochaine étape sera la maternelle près de chez vous. La thérapie de conversion reste toutefois interdite. Et maintenant pour l'anniversaire des prétendues découvertes, faisons une rétrospective des pensionnats autochtones.
Tout d'abord, contrairement à ce que l'élite veut vous faire entendre, aucun corps n'a été trouvé à ce jour et la situation ne changera probablement jamais, puisque les Autochtones sont réticents à faire excaver les sites. Les seules preuves sont en fait des données recueillies par des radars à pénétration de sol qui laissent croire qu'il y aurait des sépultures sous la terre. De plus, la chef de la réserve de Kamloops avait expliqué, quelques jours après la sortie des premiers articles, qu'il ne s'agirait pas d'une fosse commune puisque l'aménagement détecté par les radars s'apparente à celui d'un cimetière traditionnel. Les autres sites découverts étaient déjà reconnus des Indiens en tant qu'anciens cimetières, donc pas de nouveaux corps anonymes. Ce mythe génocidaire fut donc inventé de toutes pièces par nos sympathiques journalistes. C'était vrai dans ma tête, vous diront-ils. Peu importe les faits, l'histoire est maintenant gravée dans l'imaginaire collectif et nous resterons des meurtriers sanguinaires malgré nous. Par ailleurs, Madame Echequan a reçu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale à titre posthume, aux côtés de Guy Lafleur, même combat. À quand la médaille d'honneur pour nos victimes des CHSLD, d'un système de santé d'une inefficacité systémique? Les échos du débat sur l'avortement se jouant chez nos voisins du Sud en font fantasmer plusieurs. Déplorant le consensus amoral présent sur nos terres, des manifestantes ont sauté sur l'occasion pour se dénuder devant le consulat américain à Québec en espérant qu'on les entende hurler jusqu'en Oklahoma. Il est évident que les militantes féminines voudraient bien voir un spectre de mouvement pro-vie au Canada, mais pas de bol puisqu'elles vivent dans le seul État d'Occident où l'avortement n'est pas encadré par une loi, donc à peu près légal jusqu'à la naissance. Le Canada, cette dystopie californienne appliquée à l'échelle nationale. Évidemment, ces activistes en papier mâché ne prendront pas la peine de contester les traditions culturelles, ma foi très progressive, répandues en dehors de l'Occident, comme l'excision. Mais, au-delà du cul-de-sac sans fin qu'est le débat sur le début de la vie d'un embryon, il serait pertinent de simplement se demander si l'avortement libertaire est bénéfique pour la société. Vivre et laisser vivre, vous dira le pleutre libertarien, tandis que des enfants passent au hachoir. D'ailleurs, Duhem ferait bien de contacter ces fanatiques de la liberté individuelle, puisqu'il aura besoin de militantes engagées pour remplacer les nationalistes qui déguerpissent de son caucus à vive allure. Et une autre nouvelle liée à l'avortement. Le parc Beaujour de Montréal pourrait être renommé en l'honneur d'Henry Morgenthaler, survivant de la Shoah et ardent défenseur de l'avortement à la carte. L'humaniste acharné aurait réalisé 100 000 avortements, en plus d'avoir formé une centaine de médecins à cette spécialisation. C'est d'ailleurs grâce à lui que l'avortement n'est plus réglementé au Canada. Quelle ovation pour le seigneur de Soulage de la Nouvelle-Longueuil que de devoir céder sa place au progrès. Shalom! Dans le même ordre d'idées, Justin attendait la prochaine fusillade d'envergure afin de pousser son projet de loi visant l'arrêt de la vente et du transfert d'armes de poing, tout en poursuivant l'importation de tirailleurs perpétuant la guérilla dans nos capitales. Quelle chance d'être le voisin d'oncle Sam, puisque chaque événement qui détonne dans sa cour émet une onde de choc encore plus destructrice à l'intérieur de nos frontières. Un autre problème identitaire canadien, ce pays est une parodie dépassant sans effort la propagande des Amerlocs. Il reste digne de mention que, pour l'année en cours, le nombre de fusillades aux États-Unis a déjà passé le cap des 200 et que l'attention médiatique est évidemment filtrée selon l'origine des crapules impliquées. De notre côté, Montréal continue sa fulgurante ascension vers le statut convoité de ville du monde, suivant l'exemple de Toronto où les fusillades et les parades de la fierté s'entrelacent dans une valse interminable et sanglante. Le problème se résume à la violence policière et au manque de travailleurs sociaux. Anarcho-tyrannie 101. Et pendant ce temps, nos visionnaires libéraux appuient la décriminalisation progressive des drogues dures, restant tout de même moins radicaux que le Bloc et le NPD sur la question. Et le premier essai se réalisera en Colombie-Britannique, terre de perdition. Difficile d'imaginer ce qui se passe réellement dans le crâne d'Yves-François Blanchette. Faire un peu de place pour mieux accueillir les nouveaux réfugiés? C'est environ 27 000 Canadiens qui sont morts d'une surdose d'opioïdes entre 2016 et 2021, mais pas de souci puisque la décriminalisation permettra de déstigmatiser les victimes et de les laisser crever en paix. Donc, anesthésiez votre désespoir et laissez-leur les rênes jusqu'au fond de l'abîme. C'est déjà tout pour le dernier mois. N'oubliez pas que quand les mouettes ont pied, il est temps de virer. Alors, à la prochaine! Merci mon cher pour ce compte-rendu. Allons maintenant rejoindre une dernière fois Diane et la météo, après quoi s'en suivront les nouvelles internationales.
alors à la météo. L'arrivée de la saison estivale fut marquée par une éternelle hausse du mercure sur le continent africain. En effet, de la mi-mai jusqu'à aujourd'hui, de multiples attaques djihadistes et massacres ethniques ont été reportés au Burkina Faso, au Nigeria et au Mali. Selon nos experts, ce serait uniquement le rayonnement intense du soleil qui aurait mis le feu aux poudres dans ces régions subsahariennes. Du côté de l'Asie cette fois, la marine chinoise a inauguré son 3e porte-avions le 17 juin dernier, la plaçant au second rang mondial tout juste devant le Royaume-Uni et ses 2 bâtiments. Loin devant, l'oncle Sam tient sans surprise la première place dans cette course à l'armement avec une flotte forte de 11 porte-aéronefs. Avec une telle place sur le podium, la Chine n'a pas tardé à redoubler d'arrogance. 4 jours plus tard, un essai d'une trentaine d'avions de chasse chinois envahit le ciel taïwanais, forçant l'armée de l'air de Taïwan à intervenir en les chassant de son espace aérien. Un autre signe avant-coureur qu'une tempête sans précédent risque d'éclater sous peu dans la région. Sur une note plus légère, la guerre entre le Danemark et le Canada pour le contrôle de l'île Hans, connue sous le nom de la guerre du whisky, est enfin terminée. Depuis 1984, les soldats canadiens et danois ont investi l'île en alternance en y plantant leurs drapeaux respectifs et en y laissant une bouteille d'alcool national destinée aux soldats adverses. Le conflit s'est finalement soldé par une partition équitable du rocher tant convoité entre les 2 belligérants. Près de 40 ans après le début des hostilités, aucune victime n'a été déplorée, mis à part quelques maux de tête. Pour finir, le ciel s'obscurcit toujours à l'horizon. Préparez-vous car la tempête arrive. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. Nique ta mère. La place de la femme, c'est à la cuisine. Vous n'aurez pas la vaillance de me convaincre de vos lubies de notre âge. Seulement par mon apparence, vous supposez que je suis un homme? You stupid son of a bitch. Either you are with us, or you are with the terrorists. What the fuck is that? Allahu Akbar! Et maintenant, voici les nouvelles internationales. Turquie, fin mai. Le président Erdogan a indiqué ne pas attendre la permission des États-Unis quant au lancement d'une nouvelle offensive turque dans le nord de la Syrie. La justification d'une telle opération est d'établir une zone de sécurité à sa frontière, alors que le but probable est de chasser les milices kurdes soutenues par les États-Unis contre les islamistes. Actuellement, la Turquie peut faire pratiquement ce qui lui plaît. Elle qui est membre de l'OTAN, mais qui en même temps maintient des relations plutôt cordiales avec la Russie et la Chine. D'ailleurs, suite aux candidatures de la Suède et de la Finlande pour joindre l'OTAN, la Turquie continue de s'y opposer fermement. Nous l'avons dit à plusieurs reprises dans nos capsules, la Turquie ne fait pas partie de notre civilisation et n'est pas une alliée de l'Occident. Il devient impératif que nos dirigeants comprennent cela et commencent à la considérer comme une adversaire une bonne fois pour toutes. En Grèce, bonne nouvelle, le 28 mai dernier, le ministre de la Protection civile a annoncé que son pays avait bloqué près de 40 000 migrants en provenance de la Turquie, et ce, seulement pour les 4 premiers mois de 2022. D'ailleurs, ce même ministre y est allé d'une déclaration sans équivoque. La Turquie n'est autorisée ni à tolérer le trafic de gens désespérés, ni à les aider dans leur tentative de passage à la frontière. Bravo aux Grecs qui appliquent leurs lois et défendent ainsi leurs terres. Hongrie, mi-mai. Encore une fois, le premier ministre Orbán a fait un discours exceptionnel lors de son investiture comme premier ministre. En effet, il a carrément dit qu'une vague suicidaire agitait le monde occidental et que son pays avec la Pologne demeurait les derniers bastions de l'Occident chrétien et conservateur. Il a même ajouté que l'Occident expérimente le programme du grand remplacement et que ce dernier veut remplacer des enfants chrétiens en voie de disparition par des migrants d'autres civilisations, et qu'il voyait de la même manière la folie des théories du genre. Nous n'aurions pas mieux dit. À qu'un dirigeant de cette trempe ici? Italie. Une nouvelle qui donne froid dans le dos. Le 26 mai dernier, nous apprenions que la ville de Bologne testera un portefeuille de citoyens vertueux par l'entremise d'une application pour téléphone intelligent. Un conseiller municipal explique qu'il s'agira simplement d'un service permettant de bénéficier d'avantages, mais sans être perdant. Par contre, où cela devient problématique, c'est que les citoyens seront récompensés s'ils suivent les délires contemporains de nos sociétés comme faire du tri sélectif de déchets, utiliser des transports en commun, de bien gérer l'énergie, ne pas avoir de contraventions, participer à des activités culturelles. Bien évidemment, toutes ces choses sont parfaitement correctes, mais de noter les gens pour cela devient très problématique. Déjà que les passeports sanitaires pendant la pandémie étaient très questionnables, ce même genre d'initiative ne peut être que le fruit d'une pensée libérale libertaire, gauchisante, et le pas à franchir pour être, comme en Chine maoïste, avec son système de crédit social, devient soudainement apporté. Posons-nous la question,
Est-ce que participer aux événements des camarades de la Tortue Fléchée, Casapande, sera comptabilisé comme une participation à une activité culturelle? Ou ce sera plus payant de fréquenter un squat gauchiste où on deal de la drogue? La question reste ouverte. Norvège. Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal, nous rapportait le 9 juin dernier une nouvelle hallucinante. Résumons. Un militant trans, biologiquement mâle, s'identifiant comme femme lesbienne, contre une militante féministe classique. En gros, la féministe traditionnelle a tweeté son incompréhension qu'un homme biologique soit lesbienne et porte-parole d'un organisme défendant les femmes lesbiennes. Rien de choquant. Eh bien, le militant trans a porté plainte à la police qui a ouvert une enquête. Fait important à noter, une loi a été modifiée en 2021 en introduisant le concept d'identité de genre dans les portions traitant des crimes haineux. Donc, notre militante féministe pourrait risquer 3 ans de prison à cause de son tweet qui débordait de haine. Le pire, c'est que l'antenne d'Amnesty International en Norvège a décidé de soutenir le militant trans contre la féministe. Cet organisme n'est pas supposé défendre les prisonniers politiques. Pourtant, cette dernière n'a fait qu'exprimer un questionnement et de rappeler une réalité biologique. Encore un millionième exemple de la gauche débile qui finit par dévorer ses propres enfants. Bravo à M. Facal de nous avoir rapporté cette nouvelle. France. Fin mai. Voilà un exemple de l'insécurité devenue endémique dans l'Hexagone. Paris accueillait la finale de la Ligue des champions, au soccer, qui au départ aurait dû se tenir à Saint-Pétersbourg, mais finalement non, à cause de l'invasion de l'Ukraine. Bref, ce sont de multiples heures, tournant presque aux émeutes qui sont survenues avant et surtout après le match. Des témoins ont raconté que des bandes de racailles pillaient littéralement les gens aux abords du stade. Plusieurs d'entre eux étaient armés de barres de fer, de battes de baseball et même de machettes, c'est bien pour dire. Des agressions sexuelles furent rapportées, parfois sur de jeunes filles mineures. On voit le genre de culture halogène qui pratique ce type de prise de guerre. Évidemment, est passée sous silence l'origine de ces pillards français, mais bon, comme les statistiques ethniques sont interdites en France, nous ne pouvons que supposer que c'était certainement pas des de souche, comme le montrent plusieurs photographies dans les médias. Le plus étrange est que les forces de l'ordre ont semblé complètement dépassées par la tournure des événements, ne gazant que les vrais supporters, alors que contre les Gilets jaunes, rappelons-nous, elles étaient bien organisées et avaient la matraque facile. Encore du 2 poids 2 mesures. Autre nouvelle en provenance de France. Mi-juin, suite aux élections législatives, le parti d'Emmanuel Macron n'a pas réussi à avoir sa majorité absolue, soit 289 élus. Pour l'instant, son parti en aurait environ 245. Le plus inquiétant est que la coalition d'extrême gauche, la NUPES de Jean-Luc Mélenchon, est arrivée deuxième avec environ 130 députés, devenant ainsi l'opposition officielle. Le Rassemblement national, quant à lui, a eu environ 90 élus, un record pour le parti politique qui en avait eu une trentaine sous Jean-Marie Le Pen. Ce qui est néfaste avec le résultat de la coalition de Mélenchon est que cela donne beaucoup de légitimité politique à cet enragé de bolchevique. Lui qui, comme nous l'avions mentionné lors de notre précédente capsule, pourrait même avoir un poste au gouvernement. Bref, la composition politique actuelle de l'Assemblée nationale ne fera qu'accentuer le déclin de la France. Argentine. Le 10 juin passé, nous apprenions que la ville de Buenos Aires a interdit l'usage de l'écriture inclusive dans les établissements scolaires dans le but de favoriser la maîtrise de la langue telle qu'elle est. Pour faire changement, les syndicats et autres groupes de gauchistes sont montés aux barricades en disant qu'il s'agissait d'une mesure rétrograde et surtout d'une forme de violence envers les enfants et jeunesses qui ne se reconnaissent pas dans le sexe masculin ou féminin. Nom de Dieu, parler de violence pour décrire la situation est un brin débile. Au moins, il semble qu'il y a encore des gens censés en ce bas monde. Rappelons qu'une langue évolue au fil du temps, vrai, mais il ne faut pas forcer non plus son évolution au nom d'idéologies farfelues. Saint Juan Perón vient en aide à l'Argentine. Russie. Fin mai, le ministre russe de la Défense a réitéré que son pays continuerait ses opérations en Ukraine pour ainsi atteindre tous ses objectifs, soit démilitariser et dénazifier son voisin. Visiblement, la multitude de sanctions économiques que subit la Russie ne semble pas l'ébranler outre mesure. Pendant ce temps, l'Ukraine tient bon au moins. Quelques jours après le discours du ministre de la Défense, Vladimir Poutine, lui, a insisté sur son projet de Grande Eurasie en marge du Forum économique de l'espace eurasiatique. En gros, il explique vouloir se détourner de l'Occident et se tourner complètement vers l'Orient. Ceci pourrait justement expliquer le pourquoi la Russie peut s'en sortir aussi bien économiquement. Le pire dans tout cela est que dans un monde idéal, ce devrait être l'inverse. La Russie devrait faire partie du monde occidental.
Mais désormais, il faudra considérer Vladimir Poutine comme un ennemi de notre civilisation. Chine. En lien avec la précédente nouvelle, mi-juin, le dirigeant Xi Jinping a réaffirmé son soutien à Poutine lors d'un échange téléphonique. Les sujets impliquaient une plus grande coopération dans les domaines énergétiques, financiers et industriels, mais rien sur l'Ukraine ou Taïwan. Bref, nous assistons au début d'une guerre froide 2.0. D'ailleurs, le ministre de la Défense chinois a exprimé pendant une conférence à Singapour que son pays se battra jusqu'au bout pour empêcher Taïwan de déclarer son indépendance. Rappelons que la Chine considère que l'île de Taïwan fait partie intégrante de son territoire. États-Unis. Le 23 mai dernier, le président Biden a annoncé qu'il défendrait militairement Taïwan et que la Chine flirtait avec le danger lorsque ses avions de combat volent dans l'espace aérien de l'île. Contrairement à l'Ukraine, il s'agit ici d'une position très claire. Selon plusieurs experts en géopolitique, malgré plusieurs contentions entre les deux pays, la question de Taïwan est la seule qui pourrait véritablement déboucher sur un conflit armé. Toujours concernant les États-Unis, le 17 mai dernier, nous apprenions que Biden a décidé de rejouer aux gendarmes mondiales et d'envoyer des troupes en Somalie contre les islamistes, alors que Trump les avait retirés il y a 1 an et demi. Décidément, l'échec du retrait des troupes en Afghanistan n'a pas refroidi le président d'aller où il ne faut pas. Petite brève concernant le vieillard croulant qu'il est. Le 18 juin dernier, il serait tombé de son vélo alors qu'il était à l'arrêt. Sans compter ses multiples pertes de mémoire, cela démontre qu'il n'a clairement plus la forme pour diriger son pays. Los Angeles, le 10 juin dernier, se concluait le 9e sommet des Amériques. En gros, il a été question des mêmes sujets redondants, comme défendre la démocratie, le libre marché et l'immigration plus humaine. Rien de neuf sous le soleil. Dernière nouvelle en provenance des États-Unis. Le 13 juin, l'écrivain James Patterson a dit dans une entrevue au Sunday Times que les vieux écrivains blancs n'étaient plus engagés pour écrire des pièces de théâtre, des films, des séries télé ou des publicités. Selon lui, c'est une nouvelle forme de racisme, ni plus ni moins. Venant d'un homme qui a vendu plus de 450 millions de livres à travers une vingtaine de titres, sa remarque est plus que pertinente. Juste pour ça, il vaudrait quasiment la peine de lire ses livres. Sur ce, chers auditeurs, c'était la dernière capsule de la saison. Merci de votre soutien et rendez-vous à la victoire. Merci camarades pour cette revue des événements. Les nouvelles militantes internationales suivront immédiatement après cette seconde page de publicité. Le quoi? Le rap, les amis. Brit, wesh, wesh. Yo, bitch. Brit, wesh, bitch, yo. Foutez-moi ça au vidange. Les patriotes ne twerkent pas, certainement pas. Suivez Alexandre Cormier-Denis, Philippe Plamondon et Sébastien Crèvecoeur sur Nomos TV. Le rap! La web télé des nationalistes décomplexés du Québec. Culture de merde. Culture criminogène. Alors les enfants, on s'énerve pas, on les aborde, on les égorge, on les étripe, on les massacre et on les coule. Les salles rouges. Les salles jaunes. Non, les salles rouges. Autant pour moi. La montée de l'extrême droite en Europe est un phénomène global. T'assistes à une colossale conspiration. À l'époque où j'ai commencé la politique, j'avais pas de moustache, mais j'avais une grosse barre de fer. Bienvenue encore une fois, chers auditeurs, à cette dernière émission de la saison de l'Armée des Ondes. C'est toujours un honneur de vous compter parmi nous, que ce soit au Québec, en France ou ailleurs. Parlant de l'Hexagone, nous y débuterons comme à l'habitude, nos cousins français qui comptent parmi nos plus fidèles auditeurs. Le 22 mai dernier, Luminis Paris fêtait son 2e anniversaire avec une veillée de chant, des grillades, du sport, des feux d'artifice, ainsi que la compagnie des camarades d'Animus Forti. Durant le mois qui suivit, ils ont effectué plusieurs maraudes pour les Français dans le besoin. Continuez le beau travail, car le nombre ne risque d'augmenter dans les prochains mois. Animus Forti ont quant à eux tenu 2 conférences dans leurs locaux de Bourges. La première de M. K, le 24 dernier, sur le bioconservatisme. La deuxième s'est tenue le 4 juin dernier et portait sur l'auteur Georges Sorel et ses réflexions sur la violence tenues par Roberto Fiorini. Les membres de Bordeaux nationalistes ont tenu une soirée de cohésion avec les militants de Bayonne nationalistes. Décidément, l'heure est à la fédération et la camaraderie dans les mouvements en France. Bravo les gars!
Les membres du Morat ont rendu hommage à Jeanne d'Arc en déposant une gerbe de fleurs ce lundi 30 mai au pied de sa statue située sur la place du Vieux-Marché à Rouen, où elle fut brûlée vive en 1431. Cela nous montre encore une fois que la femme guerrière n'est pas un produit Netflix ou une idée née dans les années 60 entre deux joints de hippies crasseux. Elle était bien là avant. Et elle sera là bien après. Et plusieurs Français sont encore là pour s'en souvenir. Début juin, les militants de Novellum ont confectionné et collé des bannières au slogan « Aime ton pays et défends ton identité ». Poursuivons en Italie. Casa Pound a tenu un sit-in le 28 mai pour manifester contre le gouvernement de Mario Draghi. Et le résultat médiocre de ce gouvernement devant le bâtiment occupé par Casa Pound, rue Via Napoléon III. Il dénonce par le fait même les plus de 1 million de nouveaux pauvres, les 10 000 entreprises en faillite et l'augmentation du coût de la vie générée par le gouvernement et son système mondialiste, qui se fout du peuple italien, de sa jeunesse et de ses entrepreneurs. Vous pouvez trouver des vidéos contenant les discours tenus lors de la manifestation qui réunissait plusieurs centaines de personnes sur leur page Telegram. Le samedi 11 juin, à Florence, à l'invitation de l'éditeur italien Paziaggio al Bosco, s'est tenue une présentation de l'Institut Iliade et de ses activités, avec des interventions de Claude Cholette, Francesco Bornovo, Adriano Scianza et Nicolas Pradines. Maître Thibaut Mercier, auteur de Athéna à la borne, récemment traduit en italien, a présenté son livre au public, aux côtés de Sonia Michelacci, qui en a assuré la préface, et Marco Scazzari, l'éditeur. Pardonnez mon accent italien. En Allemagne, le mouvement Der Third Reich a tenu une excursion en montagne avec ses militants de Munich et de la Haute-Bavière au pied du mont Jenner dans les Alpes de Berchtesgaden. Pardonnez mon allemand. Bien que cela semble anodin, il est important de rappeler que les héritiers d'Ernest Junger n'ont pas oublié que le recours aux forêts est essentiel pour le militant, même si celui est citadin. C'est en communion avec les arbres, les montagnes et la mer que l'on apprend sa vraie nature, l'adversité, et que l'on peut ramener ses compétences dans le militantisme citadin. En Espagne, Acer Nation a tenu plusieurs conférences, ainsi que des campagnes de propagande, comme celle de l'Espagne d'abord sur la question des réfugiés, comme celle Notre guerre, qui s'insurge contre l'inflation généralisée forgée par nos gouvernements. Ces jeunes gens, qui lorsqu'ils font de la propagande, sont radicaux dans leur engagement, disciplinés dans l'action et joyeux dans la vie. Un hommage à Ignacio Echeverría a été rendu le 3 juin. Cet homme, un avocat et un banquier, mais qui a combattu les terroristes islamistes à Londres lors de l'attaque du pont de Londres en 2017, avant d'être tué par d'autres terroristes. En Argentine, les militants de Núcleo Social Buenos Aires sont descendus dans la rue le 25 mai pour la fête nationale, avec pour intention de retrouver la rue, la présence, la voix. Pas le cri sauvage et dénué de sens, mais la voix. Le mot d'un ton ferme et clair. Montrer, chaque fois que c'est possible, et de vrai de quel côté nous sommes. Être dans la rue au quotidien, présent, visible, lever les drapeaux en disant « nous y sommes ». Nous devons nous prouver, ainsi qu'à la communauté pour laquelle nous nous battons, que nous sommes leurs frères, leurs parents, leurs enfants. Nous sommes eux, nous sommes Argentins, les Argentins qui n'abandonnent pas. Comme éphéméride ce mois-ci, je vous présente un auteur controversé, même dans les milieux de droite. Julius Evola. Julio Cesare Andrea Evola, plus connu sous le nom de Julius Evola, est né à Rome le 19 mai 1898 et mort dans la même ville le 11 juin 1974. Il est un philosophe, métaphysicien, poète et peintre italien, fortement influencé dans sa jeunesse par le futurisme et le dadaïsme, ainsi que par la lecture de Nietzsche et de René Guénon. Il est l'auteur d'une œuvre à la fois inclassable et radicale. Érudit de génie pour Marguerite Yourcenar ou triste et insensé personnage pour Umberto Eco, Evola est le théoricien d'un élitisme antimoderne, cherchant à concilier l'action politique contre-révolutionnaire avec les doctrines traditionnelles et affirmant la nécessité d'une restauration héroïque de la civilisation traditionnelle. Compagnon de route du fascisme et inspirateur de la droite radicale d'après-guerre, il est notamment l'auteur de Révolte contre le monde moderne, Les hommes au milieu des ruines, Métaphysique du sexe ou encore Chevaucher le tigre. L'influence de Nietzsche se fera sentir dans son principe de la race de l'esprit et il reprendra dans plusieurs ouvrages le concept de surhomme nietzschéen. Car Evola est controversé dans tous les cercles à l'époque. Les fascistes le rejettent d'abord, les nazis s'y intéressent, puis les fascistes se remettent à l'avant-plan. C'est qu'Evola, bien que différenciant les races biologiques, aurait aujourd'hui autant de mépris pour le rappeur afro-américain couvert de babioles, ne sachant articuler 4 phrases grammatiquement correctes,
que pour le spéculateur de Wall Street accro à la cocaïne et aux résultats trimestriels. Pour lui, la vraie connaissance est plutôt traditionnelle, spirituelle et non pas technique. Pour cela et pour bien d'autres raisons, il ne sera jamais vraiment intégré au cercle du pouvoir de l'époque. Il demeure une lecture plus qu'intéressante, bien que par moments lourde et que votre esprit critique sera sollicité. Initialement paru en 1934, traduit en allemand un an après, Révolte contre le monde moderne est considéré comme l'ouvrage le plus important de Julius Evola. Ce livre prouve déjà qu'à cette époque, les bases d'une révolte globale contre la civilisation contemporaine avaient été posées. Révolte en comparaison de laquelle la contestation qui s'est exprimée à la fin des années 60 du XXe siècle apparaît chaotique et invertébrée. Au-delà des derniers aspects du monde moderne, hypertrophie de la technique, société de consommation, conditionnement de masse, ce livre, aux causes, analyse les processus qui, depuis des siècles, ont exercé une action destructrice sur toute valeur authentique et toute forme supérieure d'organisation de l'existence. On soustrait le monde des hommes aux influences spirituelles pour le livrer à l'individualisme, au matérialisme, à l'irréalisme et à sa rhétorique spectrale. La première partie du livre, Le monde de la tradition, définit à travers une étude comparée embrasant les civilisations les plus variées une doctrine des catégories fondamentales du monde traditionnel. La royauté sacrée, la paix et la justice, l'État et l'Empire, le rite, la contemplation et l'action. L'initiation et le sacre, la guerre, les jeux, le statut de l'homme et de la femme. Ainsi sont indiquées les voies qui conduisent parfois au-delà de la condition humaine, ou, bien qu'il lui assure une stabilité inébranlable. À l'inverse, l'homme moderne apparaît comme un cas aberrant d'être non plus relié aux forces d'en haut et emporté par la démonie du collectif vers de nouvelles formes de barbarie. La deuxième partie du livre, Genèse et visage du monde moderne, développe une métaphysique de l'histoire à travers l'exposition de la doctrine traditionnelle des cycles, des considérations sur le symbolisme du pôle, l'habitat hyperboréen originel, la lumière du nord et la lumière du sud, le matriarcat, etc. Elle se poursuit par l'analyse des cycles de la décadence depuis les grandes cultures pré-chrétiennes jusqu'à la Russie et l'Amérique contemporaine, en passant par le monde gréco-romain et le Moyen-Âge. En 1935, le poète Gottfried Benn salua ce livre comme une œuvre dont l'importance exceptionnelle apparaîtra clairement dans les prochaines années et écrivit qu'en la lisant, on regardera l'Europe d'une autre manière. Je vous quitte ce mois-ci avec une citation de Julius Evola, prise d'une interview qu'il a livrée en 1970. S'il devait être question d'une réaction de fond contre le système, ce qui revient à dire contre les structures de la société et du monde moderne en général, selon moi, il y a peu de perspectives. Il ne s'agirait pas de contester ou de polémiquer, mais de tout faire sauter. Ce qui, à ce jour, est évidemment de l'ordre de la fantaisie ou de l'utopie, en laissant une bonne place à l'anarchisme sporadique. La chose possible et importante est l'action de défense intérieure individuelle, pour laquelle la formule adaptée est « fais en sorte que ce que sur quoi tu n'as pas de prise ne puisse avoir de prise sur toi ». Merci cher ami pour cette dernière chronique. Ainsi s'achève cette 18e et dernière émission de la saison. Pour terminer en musique, nous écouterons ensemble le seul et l'unique Pierre Lalonde et son hymne estival par excellence, C'est le temps des vacances. Toute l'équipe vous remercie d'avoir été des nôtres tout au long des derniers mois. Nous nous retrouverons sans faute en septembre prochain pour une 3e saison de la mensuelle de l'Armée des Ondes. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, profitez bien de l'été, revenez-nous en grande forme, et comme toujours, rendez-vous à la victoire! C'est le temps des vacances. Ram dam dam what I do. C'est le temps des vacances. C'est le temps des vacances. Nous avons gradué. C'est le temps des vacances. La saison pour s'aimer. Allons sur le sable chaud, tout près de la mer. Près de toi, je suis si bien. Sans toi, je ne peux vraiment rien. C'est le temps des vacances. Partons tous les deux. C'est le temps des romances. Oublie si tu veux. Oui, j'avoue
que j'ai eu tort. Donne-moi tout ton amour. Chérie, je t'aimerai pour toujours. On s'est aimé, ah, je t'ai fait pleurer, et puis tu m'as quitté. Je me suis ennuyé, je t'ai supplié, ah, reviens vers moi, et comme autrefois, mon cœur ne battra que pour toi. C'est le temps des vacances, la saison d'aimer, c'est le temps des romances, comme l'été dernier. Reprenons très vite ensemble, redonne-moi tout ton amour. Chérie, je t'aimerai pour toujours. Ram dam dam what I do, c'est le temps des vacances. Ram dam dam what I do, c'est le temps des vacances. Ram dam dam what I do, c'est le temps des vacances. Ram dam dam what I La race!